matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. À la volée, je suis très heureuse de recevoir Jacques Beau. Bonjour Jacques Beau. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes ancien colonel d'état-major général, ancien membre du renseignement stratégique suisse, spécialiste des pays de l'Est, formé dans les services de renseignement américains, britanniques et auteur de nombreux ouvrages, dont, je vais citer celui-ci, vous me dites si vous voulez en ajouter un autre, L'art de la guerre russe, aux éditions Max Milo. Aujourd'hui, Jacques Beau, je vous propose de continuer finalement une discussion que nous avions commencée ensemble, puisque nous accrochons à cette actualité. Lundi 17 mars, Donald Trump, depuis le Kennedy Center, d'ailleurs une prestigieuse salle de spectacle de Washington, a fait une annonce importante. Il a insisté d'ailleurs sur le fait que c'était déjà une promesse de campagne. On y était déjà revenu d'ailleurs. Il a annoncé désarchiver les Kennedy Files, donc le fameux dossier d'archives secrètes autour de l'assassinat de JF Kennedy. Je propose d'écouter cet extrait de Donald Trump. While we're here, I thought it would be appropriate. We are tomorrow announcing On and va ouvrir demain giving une annonce où all of ouvrir the l'ensemble Kennedy files. des archives sur l'assassinat de Kennedy. We have a tremendous amount of paper. You've got a lot of Grand reading. nombre I don't de believe we're going to documents, de redact papiers. anything. I said, just don't redact. You can't redact. Alors, But we're going to je be pense que nous n'allons pas retoucher, releasing on ne peut the pas JFK retoucher quoi que ce files. soit. It's many pages. Is it 80,000 Énormément de pages? papier. Approximately 80,000 80,000 pages pages. So environ. it's a lot of stuff. C'est beaucoup de travail. And you'll make your own determination. Et chacun se fera son opinion sur le sujet. Voilà l'annonce de Donald Trump. Il l'avait fait, cette promesse, on en avait déjà parlé. Et d'ailleurs, nous avions déjà interrogé Jacques Beau au sujet de cette promesse de désarchivage, d'ouverture des dossiers. C'était le 4 février dernier sur Tocsin. Je propose d'écouter le même Jacques Beau que nous recevons aujourd'hui, le 4 février. On l'écoute. Dans les milieux du renseignement, ça fait déjà très longtemps qu'on sait que la CIA, ça n'est ni la CIA, ni la mafia italienne, ni les militaires américains qui voulaient se venger, c'est pas tout ça. Alors, c'est quoi? Alors, je vais pas vous le dire ici parce que je veux pas que votre émission soit bouclée, mais je pense que ces révélations, effectivement, feraient un coup de tonnerre. Et je pense que, là encore, on va trouver des artifices pour ne pas tout sortir. Parce que ça devient vraiment explosif. Et effectivement, pour la sécurité nationale, on est dans un problème de sécurité nationale. On n'est pas dans des problèmes de protéger un tel ou tel autre. Dans le sens où c'est tellement explosif qu'une perte de confiance tellement énorme de l'État ou du système, on va dire, serait tellement forte que tout pourrait arriver. C'est dans ce sens-là, la sécurité. Pour la perte de confiance dans un autre État. Dans un autre État? Ou dans son État? Dans un autre État. D'accord. Alors ça, c'était le 4 février et quelques jours plus tôt, ce qui est intéressant, voilà, quand on recoupe les grands esprits, Jacques Beau, un autre journaliste, alors lui, un peu plus connu que moi sur Tocsin, qui s'appelle Tucker Carlson, aux États-Unis, posait la même question à Jefferson Morley. Jefferson Morley, c'est le journaliste qui a enquêté sur l'affaire Kennedy depuis très longtemps, qui a été d'ailleurs journaliste et écrivain au Washington Post pendant 15 ans. Donc Jefferson Morley était interviewé par Tucker Carlson le 29 janvier. Donc, comme je vous le disais, vraiment quelques jours avant mon interview de Jacques Beau. Voilà ce que dit Jefferson Morley, donc vraiment l'un des plus grands, on va dire, enquêteurs sur le sujet. Et je vous le traduis en instantané. Écoutez ça. That's very important and I think will interest you. Alors, un autre élément de l'affaire JFK qui est très important et qui, je pense, vous intéressera. L'un des éléments de témoignage qui est retenu et qui se trouve actuellement dans la collection des archives JFK, c'est le témoignage de James Angleton en 1975 devant le Community Church à propos du programme nucléaire israélien. Un document de 113 pages qui est censuré, caverdé en ce moment. Est-ce que l'assassinat de Kennedy est lié à ce document? Oui. Le conseil d'examen des dossiers d'assassinat de Kennedy a dit que c'était lié à l'assassinat. Si le président donc, est sérieux dans sa démarche, ce document sera déclassifié. Angleton contrôlait le dossier Oswald d'une part, il était en contact avec les Israéliens de l'autre.
is this serious effort? Et voilà, donc ce sera un test pour voir si cet effort, cette annonce de Donald Trump est sérieux. Et puis, ensuite, Jefferson Morley, interviewé par Tucker Carlson, toujours même dans la même interview, explique en effet le fond du dossier. Je vous propose d'écouter également un extrait. So let me ask you, Donc, why in the world est-ce que je peux would vous the demander Demona Project, pourquoi the le nuclear Demona program, which Project, has never officially been admitted by anybody, but qui n'a jamais été admis par personne sauf par Israël, what would that conceivably have to do with the quel est le lien assassination of JFK? entre ça et l'assassinat de JFK? Well, it relates to what Angleton was doing in C'est lié à ce 1963. qu'Angleton faisait en There were 1963. profound conflicts between Israel and Il y avait un the profond Kennedy conflit White entre House Israël over et la the Maison-Blanche des nuclear Kennedy program. Kennedy was pressing for on-site au sujet du programme inspections, nucléaire. which the Kennedy Israelis insistait pour qu'il y ait des resisted inspections sur because place on-site et inspectors les would have Israéliens s'y sont realized that they opposés had a car les bomb-making inspections auraient program. permis de So découvrir this qu'ils was a real disposaient d'un bone of programme de contention fabrication de la between bombe the nucléaire. Israeli government and the Kennedy administration in the summer of C'est 1963. une vraie pomme At de a time discorde au when moment où when Angleton Angleton suivait le controlled dossier the Oswald en Oswald file. 1963. So just the juxtaposition of those facts La means that juxtaposition de everything ces about it faits should be on the public record. est suffisamment importante pour nécessiter une publication officielle. Et voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui donc, avec vous, Jacques Beau. Ici, Jefferson Morley finit de répondre finalement à ce que vous disiez le 4 février, quand vous parliez d'un coup de tonnerre et d'un autre État. Et vous pensiez d'ailleurs qu'on trouvera des artifices pour que tout cela ne sorte pas entièrement. C'est aussi la thèse de Jefferson Morley dans dans cette interview. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Tout d'abord, il faut rappeler que c'est la deuxième fois que Donald Trump promet de libérer toutes les archives concernant l'assassinat de Kennedy. Il l'avait déjà fait durant son premier mandat. Et en fait, durant le premier mandat, il y a un certain nombre de documents. À ma connaissance, en 2018, il y avait 53 600 documents qui avaient été publiés, mais beaucoup n'avaient pas été publiés. Et dans un communiqué, Donald Trump avait dit qu'il n'avait pas eu le choix et qu'il y avait un certain nombre de documents qui n'ont pas pu être publiés pour des raisons de sécurité nationale, d'ordre intérieur et de politique étrangère. Donc, on voit bien que ces critères qui sont évoqués par Donald Trump lui-même écartent les questions de mafia parce qu'on est à 60 ans après les événements. Les protagonistes sont décédés, la CIA a été restructurée à plusieurs reprises, et cetera, et cetera. Donc on voit pas très bien comment à 60, si on prend les acteurs qu'on cite traditionnellement, comme la mafia italienne, la CIA, les militaires, etc. Pratiquement tous les protagonistes ont disparu. Donc, on ne voit pas en quoi ça pourrait affecter la sécurité nationale. En revanche, ce qui est resté depuis, c'est la relation entre les États-Unis et Israël. Or, on sait que les relations entre Kennedy, l'administration Kennedy et Ben Gurion étaient extrêmement tendues. Et il y a aussi un élément qu'il ne faut pas oublier. Quand on va assassiner un président, alors évidemment le cinéma, on a l'habitude aujourd'hui, surtout parce que nos médias racontent un peu n'importe quoi sur les tentatives et les assassinats qu'on voit un peu à gauche, à droite, mais un État ne se venge pas. À part peut-être l'exception, peut-être c'est Israël, mais les États ne se vengent pas. Les services de renseignement ne se vengent pas. Ils enregistrent. Ça n'existe Mm. pas, ce genre de choses. Mm. On tue pas simplement parce que quelqu'un a une tête qui ne nous revient pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Oui. Parce que les enjeux sont beaucoup trop importants. Et a fortiori, quand on veut éliminer un président, il faut qu'il y ait vraiment une raison existentielle pour qu'on élimine un président. Même la mafia, elle a pris de nombreux coups, hein. Enfin, les mafias qu'il y a aux États-Unis, elles ont pris de nombreux coups. Il y a eu des arrestations, des choses comme ça. On n'a pas assassiné les présidents pour autant. Donc, il y a quelque chose qui est supérieur à ça. Et cet élément supérieur, c'est effectivement très vraisemblablement, parce que, de nouveau, on ne connaît pas la réalité. Mais il faut se ramener à l'histoire. Et en 1960, Voilà. Ouais. au moment où, enfin juste avant que Kennedy entre en fonction, on a découvert l'existence du site de Dimona. Oui. Et qui était, donc on savait que les Israéliens avaient un programme de recherche nucléaire qui était censé être civil d'ailleurs. Et puis le 5 octobre 1961,
la CIA a publié un National Intelligence Estimate, le NIA 3561, et qui dit que, de manière assez nette, qu'Israël est en train d'établir un programme d'armes nucléaires. Et à partir de ce moment-là, Kennedy a demandé à inspecter le site de Dimona. Il y a eu 2 inspections qui ont été menées, une en 61 et l'autre en 62, où les inspecteurs américains ont été littéralement menés en bateau par les Israéliens. On leur a montré des fausses installations, vraiment fausses, hein, vraiment des trucs selon les témoignages de directeurs du renseignement israélien. On leur a vraiment montré des décors, hein, littéralement. On a peint des pièces en leur disant voilà, on ne peut pas entrer parce que c'est encore en travaux, mais elle est là-dedans, là-dedans, on a la recherche, etc. Et en fait, ces gars n'ont strictement rien, ils ont vu que du feu. Et il y avait déjà un programme d'installation. Et Kennedy a subodoré qu'on les avait menés en bateau. Et en juillet 1963, c'est probablement, il y a eu tout un échange de lettres d'ailleurs entre JFK et puis Ben Gurion. Oui. Et en 1963, Kennedy dit, si vous ne nous donnez pas accès à toutes les informations, si vous ne vous laissez pas montrer ça, les États-Unis s'arrêteront définitivement d'aider Israël. Oui. Donc c'était une sorte de condamnation à mort pour Israël. Il ne faut pas oublier que dans les années 60, Israël est vraiment un pays qui est menacé par les pays arabes qui sont autour. Aujourd'hui, ces pays ont des attitudes beaucoup plus pacifiques par rapport à Israël, quoi qu'Israël en dise. Il y a plus cette unité politique. Il faut voir que le Moyen-Orient, à ce moment-là, est pratiquement sous la coupe, pourrait-on dire, de l'Union soviétique. Et qu'à ce moment-là, Israël est vraiment le bastion occidental dans un environnement qui lui est très hostile. De nouveau, aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, pratiquement tous les pays arabes sont devenus très pro-occidentaux. Par conséquent, la situation a radicalement changé. Mais à cette époque-là, c'était très différent. Et par conséquent, arrêter de soutenir Israël, Oui. c'était le condamner à mort. Et ça pourrait être, et je dis bien ça pourrait être, parce qu'il y a absolument aucun élément qui nous permet aujourd'hui d'affirmer que c'est ça. Oui. Mais toutes les autres hypothèses ont été infirmées. Et par conséquent, il ne reste que celle-ci, et c'est celle dont on parle le moins. Donc, en général, quand on ne vous parle pas de quelque chose, Et non, et ce qui est intéressant, on va continuer d'aller évidemment sur cette affaire et le fond et l'histoire, parce que finalement, on remonte dans l'histoire avec vous et c'est passionnant. Mais ce qui est intéressant aussi, et ce que dit aussi Jefferson Morley au micro de Tucker Carlson, c'est que de toute façon, ce document, ce témoignage, puisque lui, il cite le témoignage d'Angleton. Alors d'ailleurs, vous peut-être m'expliquer, parce qu'il parle de ce témoignage devant le Committee Church. Je ne sais pas à quoi ça peut faire référence, le Committee Church. Commission Church, Oui. la commission Church est la commission qui a enquêté sur l'assassinat de Kennedy. Parce que très rapidement, il y a eu l'idée, parce qu'aujourd'hui, on vous parle de théorie de la conspiration. D'ailleurs, le terme, l'expression théorie de la conspiration vient de De cette époque, l'enquête. oui. Je crois qu'elle a été citée dans le rapport de la CIA qui parlait justement de la commission Church. D'accord. Et la commission Church a été mise sur pied précisément pour enquêter sur cet assassinat, parce qu'il apparaissait peu vraisemblable que Oswald ait été le seul acteur. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il a été éliminé. Oui. Donc Oswald et l'assassin, donc, je rappelle pour tout le monde. Oui, oui. Enfin, l'assassin il a été présenté. éliminé Oui. par un représentant de la mafia et de la mafia juive à l'époque, hein. Donc, il faut savoir que la mafia juive est un élément très important de l'équation. Et qu'elle est extrêmement puissante aux États-Unis. Elle l'a toujours été. D'ailleurs, si vous regardez des films comme Le Parrain, etc., dont Mario Puzo avait été à l'époque accusé d'avoir relaté très fidèlement la réalité de ce qui se passait aux États-Unis, effectivement, on sait que
il y a eu un antagonisme, particulièrement à partir du moment où la mafia juive s'est faite chasser de Cuba, parce que c'était un peu son précaré, si vous voulez. Il y a eu des confrontations aux États-Unis. Cette mafia juive, elle est devenue extrêmement importante. Et il est probable qu'elle ait joué un rôle significatif dans cet assassinat, mais comme instrument, pas pour ses propres objectifs, si vous voulez. Mais James Jesus Angleton est un officiel de la CIA qui est connu depuis très longtemps. Il était, Spécialiste du double espionnage, contre-espionnage, oui. voilà, il faisait la question, donc la CIA s'occupe de l'espionnage, mais il y a un service de sécurité ou de contre-espionnage au sein de la CIA. Le contre-espionnage aux États-Unis est normalement de la responsabilité du FBI. Mais il y a une sorte de service de contre-espionnage interne à la CIA qui fait la surveillance de ce qui se passe à l'intérieur de l'agence, qui échappe à la juridiction du FBI. Et James Jesus Angleton était responsable de ce département. Hmm. Par conséquent, il avait accès à tout ce qui concernait les tentatives d'espionnage étrangères et les liens qu'il y aurait pu avoir entre des agents de la CIA et des agents étrangers. Ouais. Tout ça passait par lui. Alors, il Juste, était un pardon, peu, juste une petite il est connu parenthèse. pour être un peu parano. Oui, voilà, c'est ça. Une petite parenthèse amusante pour que ça parle à tout le monde. C'est devenu, son nom est devenu utilisé pour une expression qui est l'expression du syndrome d'Angleton, qui est celui de dire on devient parano et on soupçonne tout le monde d'être un double espion, en gros, ou de jouer contre son camp. Exactement. Oui, oui, il était effectivement comme ça, c'est ce que je vous disais juste avant. Il faut dire aussi que cette époque-là, on est en pleine guerre froide. Il y avait énormément de suspicions. On est revenu un petit peu à ça aujourd'hui, hein, quand vous parlez, chaque fois qu'il y a un incident, j'ai vu encore hier un incendie à Ikea. Alors ça, c'est les Russes parce que Ikea, c'est les couleurs d'Ikea, c'est le jaune et le bleu, donc ça Oui. justifie que ce soit les Russes. Voilà, j'entends. Oui. On est aujourd'hui, on touche un petit peu ce même type de comportement qu'on avait durant la guerre froide, surtout aux États-Unis, surtout dans certains milieux. Et ça a été naturellement les conséquences de ce qu'on appelait le macartisme, la chasse aux sorcières aux États-Unis, où tous ceux qui ne pensaient pas exactement comme le gouvernement étaient considérés comme des communistes potentiels. Et puis, on a eu ce qu'on appelait la chasse aux sorcières, Ouais. littéralement, que Donald Trump a révoqué l'année passée alors qu'il était en campagne électorale. Donc, tout ça fait partie de l'histoire des États-Unis. C'était beaucoup moins marqué en Europe parce que nos liens avec le communisme, à cause de la Deuxième Guerre mondiale d'ailleurs, ont été plus nuancés. Vous aviez beaucoup de pays qui ont été libérés grâce aux communistes, hein. C'est le cas de la France, c'est le cas de l'Italie. Et par conséquent, on a eu des liens beaucoup plus nuancés avec le communisme. Tandis qu'aux États-Unis, et en 63, on est à Plein 20 dedans, ans oui. de la guerre, hein, j'entends. C'est encore très, très présent. Mais pour eux, le communisme était quelque chose d'extrêmement, était une menace, quoi, littéralement, uniquement une menace, et c'est tout. Et Donc, instrumentalisé assez fin. Si vous voulez bien, je vais citer Alain Perfit, c'était De Gaulle, donc Alain Perfit qui interroge le général De Gaulle sur ce qu'il pense de cet assassin présenté immédiatement, hein, Oswald. Donc Alain Perfit lui demande: vous pensez qu'Oswald est un prête-nom? Et le général De Gaulle qui lui répond: tout porte à le croire, ils se sont saisis de ce communiste qui n'en était pas un, tout en l'étant. C'est un minus abens et un exalté. C'était l'homme qu'il leur fallait, un merveilleux accusé. La fable était de faire croire que le type avait agi par amour du communisme. Ça aurait permis de déclencher une chasse aux sorcières communistes et de détourner l'attention. Eh bien, vous avez vu comment ils l'ont arrêté. Ils le gardaient en réserve. Ils se sont emparés de lui dès qu'il a fallu le trouver. Le type s'est enfui car il devait se méfier. Ils ont voulu l'abattre sur le champ, sans même que la justice ait pu se saisir de lui. Voilà. Déjà, à l'époque, hein, le général de Gaulle, ça c'est juste après l'assassinat, qui comprend bien qu'on a utilisé en tout cas cet assassin posé là et avec lequel on a ajouté cette étiquette de communiste qui tombait bien. c'est pour ça que, dès le début, on a pensé à une affaire qui était montée où, Oswald n'avait été que le lampiste. Mais évidemment, si on part de cette hypothèse d'une implication d'Israël qui serait justifiée par le caractère existentiel de la menace que pouvait représenter Kennedy. D'ailleurs, on a vu qu'après Lyndon Johnson, qui a repris
qui était le Oui, vice-président au oui. moment de l'assassinat de Kennedy, qui a repris donc le flambeau à la mort de Kennedy. Il a radicalement changé sa politique après. Donc, il y avait pour Israël un enjeu certain. Maintenant, je le répète, hein, et ça c'est important de le dire, tant qu'on n'a pas vu les documents, tant qu'on n'a pas pu les décrypter, tout ça ne reste que des Bien hypothèses. sûr, bien Et sûr. c'est des hypothèses qui sont faites sur la base du fait qu'on a éliminé toutes les autres. Il y a, il y a eu des dizaines, c'est pas des centaines de livres qui ont été écrits sur cet assassinat, et systématiquement, tous les autres acteurs ont été écartés. Mmh. Et le seul qui tient la route, à la fois au niveau des capacités d'organisation, à la fois au niveau des enjeux qui sont pris, également dans la manière dont l'affaire a été traitée plus tard, parce que personne n'a entendu parler. On a eu ce fameux film de l'affaire Kennedy. Maintenant, je ne me rappelle plus, c'est un fameux metteur en scène qui l'a fait Mmh. avec. J'ai le nom de Oui. l'acteur On va on qui va m'échappe on va maintenant. regarder. Moi, à vrai dire, ça Mais, me oui. bref, il y a un film qui a été fait il y a une vingtaine ou trentaine d'années là-dessus, euh, qui est fameux avec. Euh, enfin bref, c'est pas si important. Mais on a évoqué toute. Vous vouliez parler du film d'Oliver Stone? L'Oliver Stone, Ouais. exactement. Voilà, tout à fait. Et là, on a parlé à peu près de toutes les hypothèses, sauf l'hypothèse d'Israël, bien sûr. Donc, tout ça a fait que dans les services, tout le monde pensait effectivement que c'était Israël, mais personne n'a, je pense, les preuves que ce soit ça. Et les documents qui devraient être publiés par Donald Trump pourraient amener ces preuves. Oui. Et la raison pour laquelle beaucoup de gens pensent que ça n'arrivera pas, c'est parce que les textes qui ont déjà été libérés, enfin déclassifiés, ont eu des larges portions qui ont été noircies ou caviardées, de sorte que beaucoup d'éléments de ces documents sont inexploitables ou ne font qu'encourager la spéculation, si vous Oui, voulez. oui. Il est très vraisemblable qu'on aura la même chose parce que les États-Unis, et surtout avec Trump, qui reste quand même très pro-israélien malgré tout ce qu'on dit, et les États-Unis vont pas se mettre en question les relations qu'ils ont avec Israël. Et ça pourrait avoir des conséquences, non pas seulement en termes de politique étrangère, mais des questions de sécurité nationale, ça c'est un fait, et éventuellement même d'ailleurs de problèmes intérieurs. Mais Parce que pourquoi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne pardonneraient pas à beaucoup d'officiels qui sont d'origine ou de religion juive ou affiliés, etc. Rappelez-vous Anthony Blinken, Victoria Nuland, tous ces gens qui ont d'ailleurs qui ont pas une bonne réputation déjà parce que c'est pas des gens qui ont été des gens de paix, c'est plutôt des gens qui ont poussé les États-Unis dans la guerre. Par conséquent, si on arrivait à démontrer qu'Israël était, en plus de ça, à l'origine de l'assassinat de Kennedy, je pense que ce serait vraiment un coup très très dur pour la politique étrangère M américaine même et sa politique. aujourd'hui, même avec tout le temps qui est passé, vous pensez que même si on admet aujourd'hui qu'il y a eu cet attentat, manipulé en tout cas par, l'État israélien, vous pensez, enfin cet attentat, cet assassinat pardon, vous pensez qu'encore aujourd'hui ça peut avoir des conséquences, internes, nationales et internationales? Oui, alors il y a plusieurs choses. D'abord, moi j'ai vécu près de 5 ans aux États-Unis. Et je peux vous dire que d'abord, le souvenir de Kennedy est extrêmement vivace dans la population. Oui. Les gens continuent à cultiver, c'est devenu vraiment une icône aux États-Unis, littéralement. Vous avez des quantités de livres qui ont été écrits quand vous allez dans les librairies. Vous avez énormément de livres là-dessus, sur Kennedy, sa vie, sa femme, etc. Il y a vraiment presque une mythologie qui s'est faite autour de lui. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite de ça, il ne faut pas oublier que les relations qu'il y a avec Israël sont extrêmement ambivalentes aux États-Unis. Elles sont presque un petit peu, comment dire? Elles ont presque été un peu contraintes par le temps. Je pense que les Américains sont extrêmement méfiants à l'égard d'Israël. Et d'ailleurs, on l'a vu, hein, si Kamala Harris a perdu, c'est précisément à cause de la politique qu'elle avait pro-israélienne Mmh. et anti-palestinienne. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Trump est actuellement joue un petit peu avec le feu, avec sa politique à l'égard des Houthis, etc. On est Oui. sur quelque chose qui est, je pense, les Américains sont des gens comme nous, ils sont
pas différence à bien des égards et je ne pense pas qu'ils ont d'animosité particulière contre les Juifs, pas plus qu'il y en a, dans nos pays. En revanche, le fait de soutenir un pays qui se comporte mal est quelque chose qui passe très mal dans l'opinion et on voit même et c'est d'ailleurs très frappant aux États-Unis, même parmi la population juive elle-même. Oui. Il y a beaucoup de jeunes juifs et je me rappelle déjà, il y a, dans mon premier séjour, de longue durée aux États-Unis, je me rappelle d'un article du New York Times qui s'inquiétait, c'était, à la fin des années 90, un journal le New York Times qui s'inquiétait de la désaffection des jeunes juifs américains pour Israël et Oui. ceci en raison notamment des pratiques d'Israël, la pratique de la torture et cetera, qui était, déjà, officialisée d'ailleurs, qui avait été officialisée et pour laquelle les jeunes américains, jeunes juifs américains, pas simplement les jeunes américains, mais les jeunes juifs américains avaient, un profond mépris pour ce genre de méthode et aujourd'hui, quand on a vu les réactions pratiquement d'ailleurs, après le 7 octobre 2023, si vous regardez les réactions sur les campus américains, elle était beaucoup plus virulente que, dans les hautes écoles, ou les universités françaises, par exemple. Oui. Les Américains ont été beaucoup plus cohérents, dans leur soutien aux Palestiniens et ça très largement d'ailleurs parmi les jeunes étudiants juifs américains. Mmh. Et il y a eu, très grand nombre de déclarations de juifs américains et beaucoup si vous regardez d'ailleurs sur YouTube, beaucoup de gens qui ont fait de jeunes, qui ont fait des reportages sur Israël et cetera, sont généralement des juifs américains qui ont été sur place parce qu'ils ont de facto automatiquement la nationalité israélienne, donc du coup, ils peuvent se déplacer librement sur l'ensemble du territoire, y compris les territoires occupés et qui ont fait des reportages qui sont extrêmement poignants et c'est généralement des jeunes juifs qui ont fait ça et aux États-Unis, ils sont beaucoup plus virulents. En Europe, il y a beaucoup moins ça et en France, certainement pas. La jeunesse est plus radicalisée d'une certaine manière, en faveur d'Israël. Mais aux États-Unis, il y a un esprit qui est beaucoup plus critique et donc, il y a beaucoup de pays qui seraient prêts à lâcher Israël et je me rappelle d'ailleurs un des un chef de service, de la CIA d'ailleurs, qui avait été interviewé par la commission du Sénat pour les services de renseignement au moment des attentats du 11 septembre, enfin peu après les attentats du 11 septembre. Oui. Et devant la commission du Sénat, il avait dit il a été dirigeant d'ailleurs, il était dirigeant de la cellule Osama Bin Laden au sein de la CIA. Il y a une cellule ad hoc qui a été créée à ce moment-là. Et lui a dit, devant la commission, il a dit: «Si, j'avais le pouvoir de le faire, je lâcherais Israël immédiatement». Et c'est un gars de la CIA qui le disait et je sais qu'au sein des services de renseignement, il y a énormément, de gens et d'ailleurs, durant mon passage à l'OTAN, j'ai vu exactement la même chose auprès de militaires américains. Il y en a très, très peu qui sont favorables en réalité à Israël. Oui. Parce qu'ils comprennent que c'est une relation c'est un peu un mariage forcé, qu'il y a entre les États-Unis et Israël et les militaires américains ne sont pas, très chauds pour soutenir, Israël. C'est pour ça que je suis toujours un peu, dubitatif lorsqu'on dit que les Américains pourraient intervenir, au profit d'Israël et cetera. Enfin, Mmh. ça se ferait Oui. certainement si l'ordre était donné parce que les militaires sont disciplinés. Mais, je pense qu'il y a beaucoup de militaires qui le feraient à contre-cœur et quand on voit les réactions, enfin, quand on connaît un peu ce milieu, le renseignement et les militaires, on s'aperçoit que, leur jugement sur Israël est évidemment beaucoup moins politique. Il est beaucoup plus basé sur la réalité des faits, la réalité de ce qu'on voit et du coup, la réalité est beaucoup plus enfin, leur jugement est beaucoup plus critique. Alors, Par oui. conséquent, oui, ça pourrait avoir des effets. Alors, ce ne serait pas la révolution aux États-Unis, hein, il ne faut pas non plus, il faut pas non plus peindre le diable sur la muraille. En revanche, ça pourrait avoir un impact sur la manière dont les États-Unis, soutiennent ou interagissent avec, Israël, particulièrement dans la situation particulièrement critique qu'on a maintenant à l'égard des Palestiniens et cetera. La relation, des États-Unis, par rapport au Conseil de sécurité, par rapport à Israël. On voit aujourd'hui, malgré toutes les résolutions qui ont été adoptées au Conseil de sécurité, les États-Unis n'ont jamais fait c'est pratiquement toujours avec leur veto qu'on n'a pas réussi à faire passer des résolutions, contre Israël. Il y en a beaucoup qui ont été passées, hein. Israël est le pays qui a été le plus,
contre lequel il y a le plus de résolutions aux Nations unies, à la fois de l'Assemblée générale des Nations unies et les qui sont politiquement contraignantes, mais pas juridiquement, et des résolutions du Conseil de sécurité qui, elles, sont, contraignantes à la fois politiquement et juridiquement. Donc il y en a quand même beaucoup, mais beaucoup ont été toutes celles qui ont été refusées l'ont été par les Américains. Mmh. Or, il est très vraisemblable que si on arrivait à documenter et à démontrer qu'Israël était impliqué dans l'assassinat de Kennedy, il y aurait certainement là des changements qui seraient à voir dans la manière, dont, les États-Unis soutiennent Israël. Ils continueraient probablement à fournir des armes, ça c'est possible, mais, par contre, le soutien politique, notamment dans les grandes enceintes internationales, diminuerait très singulièrement. Alors justement, 2 précisions par rapport à ce que dit, ce Jefferson Morley qu'on a entendu tout à l'heure au micro de Tucker Carlson. Il explique, d'abord que, ça va être intéressant de voir le nombre de documents et surtout quels sont les documents qui sont publiés. Donc on va commencer à pouvoir regarder, éplucher tout ça à partir d'aujourd'hui. Puisqu'il dit, voilà, on attend notamment ce témoignage d'Angleton, devant le Committee Church. S'il est présent, s'il est dedans, on sait que, en gros, l'effort de Donald Trump dans son effort de vérité, on va dire, est véritable. S'il n'y est pas, on va le voir assez vite et on saura que finalement, on ne veut libérer qu'une partie de l'information. Ça, c'est une des choses sur lesquelles je voulais vous faire rebondir. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas sur une forme de, risque de pétard mouillé, pardon pour l'expression, comme on a pu l'avoir avec le dossier Epstein, où finalement, on arrive, on sort les dossiers et quelques jours plus tard, la ministre de la Justice, Pam Bondi, dit il y a un problème, le FBI a caché une partie, caviardé une partie. Kash Patel, nouveau patron du FBI, s'étant lui-même retourné contre sa propre équipe en disant il y a un problème. Et en effet, et puis Pam Bondi ayant évoqué l'idée de sanctionner ceux qui ont caché au sein même de ces services les informations. Donc est-ce qu'on risque d'avoir sur un scénario similaire finalement avec des documents qui ne seront pas sortis, ou est-ce qu'on peut imaginer que tout sera sorti? Et je voulais aussi juste faire une précision pour que ce soit clair pour tout le monde. On a entendu donc Jefferson Morley expliquer que ce qui était intéressant aussi, c'était ce témoignage d'Angleton. Je rappelle, Angleton, donc, qui travaillait dans les services de sécurité et de contre-espionnage. Alors que lui, il le précise, et je le rappelle, il travaille en lien avec les services israéliens et il travaille sur le dossier Oswald. Voilà, c'est ce qu'il rappelle aussi dans cette interview. Et il dit la juxtaposition de ces deux faits montre que ce témoignage, à ce moment-là, est très important. Voilà pourquoi c'est un document qu'on va vraiment attendre et voir s'il est sorti. Voilà, je vous laisse peut-être réagir, donc Jacques Beau, et ce sera la conclusion sur ces deux précisions, et notamment, est-ce que vous craignez une délivrance des archives à la affaire Epstein, c'est-à-dire tout n'est pas encore sorti malgré les effets d'annonce? Concernant Angleton, de nouveau, dans le milieu du renseignement, Angleton est devenu quelqu'un qui a perdu beaucoup de crédibilité, justement à cause du caractère paranoïaque qu'il avait, et vous avez parlé tout à l'heure du syndrome, Angleton. Angleton. C'est une réalité. Par conséquent, sa crédibilité sera, même si le témoignage se trouve dans les dossiers qui sont, libérés, Hem, probablement que beaucoup de gens viendront pour parler du côté, paranoïaque du personnage, Mmh. pour démonter ce témoignage, qui par ailleurs, je ne suis pas du tout en mesure de savoir si c'est justifié ou pas. C'est pas un Mmh. sujet, cette question n'a pas été un grand sujet de préoccupation pour moi. Je le connais parce que je le sais que ça c'est des choses qui ont circulé dans les services, et voilà. Maintenant, concernant la question de, savoir si tous les documents vont être libérés ou pas, de nouveau en 2017, Trump avait déclaré, je cite, que c'était des problèmes de sécurité nationale, d'ordre intérieur et de politique étrangère. Et c'est lui qui avait dit ça à l'époque, et je ne vois pas ce qui a changé depuis, si vous voulez. Je ne vois pas quels sont les éléments qui pourraient dire qu'aujourd'hui il y a le critère de sécurité nationale, d'ordre intérieur et de politique étrangère ne serait pas invoqué, et c'est la raison pour laquelle j'ai tendance à croire que, surtout avec un Donald Trump qui a une équipe qui est très favorable à Israël, j'ai un peu, disons, je suppose qu'il y aura de très fortes, comment dire? Des tendances pour que
tout ne soit pas publié, ou en tout cas que les documents qui soient publiés soient très fortement caviardés, parce que vous avez des documents qui sont, vous avez une page noire, quoi. Mhm. J'entends, à part la date, Oui. il y a à peu près tout qui a été noirci. Et c'est possible on arrive sur quelque chose comme ça, parce que les implications seraient Trop énorme. catastrophiques, surtout dans la situation actuelle. Donc voilà, ça, je pense que c'est inévitable. Je doute, il ne faut pas oublier que Trump n'a pas annoncé que ça allait se libérer dans les prochains jours. Il a dit qu'il allait donner l'ordre de faire préparer ces documents. Tous ces documents doivent être maintenant passés en revue par une commission qui doit décider quels documents peuvent être libérés et quels sont les éléments sur ces documents qui peuvent être publiés ou non, et qui vont déterminer l'intensité du caviardage, si je peux dire ça comme ça. Mais il a quand même dit, est-ce qu'on va retoucher, là, il utilise ce terme un peu ambigu d'ailleurs de redact, est-ce qu'on va redact, donc ça veut dire caviarder, censurer, mais redact ça veut dire aussi mettre en ligne, donc c'est vrai que c'est assez, est-ce qu'on a prévu... Redact, ce que dit Trump quand on parle de redacted, quand on parle d'un document comme ça, c'est bien le caviardage. Ah, Donc oui. c'est le fait de mettre une bande noire dessus, enfin de cacher ce qui est sensible. Oui. Alors oui, Et il là, le il dit non. dit, mais moi non, je n'ai pas trop confiance dans, enfin, j'ai pas trop confiance. Je pense bien qu'il va demander que ce soit réduit au minimum. Ça, je veux bien le croire. En revanche, je pense que concernant Israël, c'est tellement sensible on risque bien d'avoir des indices qui viennent. Mais déjà, le fait qu'il ait dit que c'était pas, qu'il y avait un problème de sécurité nationale qui était associé à la question de Kennedy montre qu'on est bien au-delà de simples rivalités, de questions de mafia, Ouais. etc. C'est pas, on va bien au-delà de ça, parce qu'il n'y a aucun autre acteur, même si c'est la CIA, on évoque très souvent d'ailleurs la question de la CIA, mais la CIA n'a aucun intérêt à éliminer un président. La CIA, l'image qu'on a, et particulièrement en France, de la CIA est très romanesque et cinématographique. La CIA, c'est avant tout un organe d'État. Ils font ce qui est autorisé ou ce qui n'est pas autorisé. Il y a pas de, c'est pas une existence qui a une vie propre aux États-Unis. Ça, c'est très important. Mm. C'est la raison pour laquelle vous avez dans beaucoup d'opérations clandestines, par exemple, on n'utilise pas la CIA parce que c'est plus lourd juridiquement d'employer la CIA que d'employer les militaires. Donc, la CIA n'est pas du tout un organe qui est totalement indépendant, et même si quelquefois on a cette impression qu'ils font un petit peu ce qu'ils veulent aux États-Unis, c'est pas du tout le cas. Et quand on a vu d'ailleurs, par exemple, pour revenir, juste avant ce qui s'est passé en Irak, où vous avez eu cette désinformation qui a été faite pour dire qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, la CIA a refusé de participer à ça. Et c'est ce qui a motivé d'ailleurs la démission du directeur de la CIA en 2004, parce que justement, on a l'administration ou l'équipe, devrais-je dire plutôt, de Bush-Rumsfeld, ont dû contourner la CIA, et pour ça, ils ont créé, littéralement créé, un petit service de renseignement, un service minuscule, mais qui était destiné à publier les analyses que la CIA ne voulait pas publier. Oui. N'est-ce pas? Donc, on est, la CIA, c'est pas du tout un organe, s'ils font des éliminations, ils le font parce qu'ils en ont reçu l'autorisation, parce qu'il y a une intention politique derrière, avouée ou pas, n'est-ce pas? Mais, ils font pas les choses comme ça, un petit peu au petit bonheur la chance. Alors, je ne dis Mm. pas, quand il y a l'élimination d'un terroriste à gauche, à droite, il y a probablement pas l'autorisation du président à chaque fois. Mais quand il s'agit de personnages importants, ou de couvrir des choses, il y a une autorisation politique, parce que c'est l'instrument du président des États-Unis à Ouais. la base. Alors, est-ce que ça pourrait pas d'ailleurs être un instrument pour Donald Trump, pour peser dans ses négociations avec Israël, de dire nous avons des éléments, nous pouvons les produire. En tout cas, on verra. Merci beaucoup, Jacques Beau, pour cette analyse, cet éclairage sur cette partie d'histoire. Je rappelle aussi sur cette interview de Tucker Carlson, de Jefferson Morley. Tout ça est absolument passionnant et nous permet de nous replonger un peu dans des archives méconnues, en tout cas de nous autres Français. Je rappelle, Jacques Beau, que vous êtes ancien colonel d'état-major général, ex-membre du renseignement stratégique suisse, spécialiste des questions des pays d'Europe de l'Est, formé dans les services de renseignement américains et britanniques et auteur notamment de cet ouvrage, mais bien
bien d'autres. L'art de la guerre russe aux éditions Max Milo. Merci beaucoup Jacques Beau, merci à vous tous chers amis. Vous restez avec nous, Tocsin continue avec un peu de légèreté. Tout de suite, c'est le couvre-feu médiatique de Roxane qui nous a préparé le best-of du Covid. On va s'amuser tout de suite.